Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Agrosphère ce jour 28 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors, bonjour à tous, chers panélistes, bonjour, chers participants. J'espère que vous vous portez bien. Je pense qu'on peut démarrer la séance. Si oui, laissez-moi des signes. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Charlotte, bienvenue. Bonjour, Monsieur Nicolas. Bonjour. Bonjour, Madame Jonah. Bonjour. Oui. Alors, je pense que nous allons démarrer à présent avec notre webinaire de ce jour qui portera sur le thème la sécurité alimentaire. Alors déjà, ce webinaire organisé par Agrosphère qui est une entreprise novatrice dédiée à la modernisation de l'agriculture en Afrique et qui s'adosse à sa plateforme de solutions digitales pour structurer des filières d'approvisionnement durable et traçables au sein des chaînes de valeur. Notre expérience terrain quotidiennement aux côtés des producteurs, des coopératives et des entreprises industrielles du monde agricole africain nous permet la constatation, l'analyse et la compréhension de certaines problématiques, défis et opportunités. Afin de créer des moments d'échange avec les acteurs du monde agricole africain autour de ces sujets, nous organisons des visioconférences, véritables espaces de réflexion et de dialogue public. Nous y parlons du présent et surtout de l'avenir de l'Afrique africaine, de l'agriculture africaine et mondiale. Et raison pour laquelle nous avons pensé à ce webinaire. Alors, pourquoi ce webinaire? L'Afrique, d'abord, est un continent où la population ne cesse de croître, et ce qui est confronté à un défi majeur. Et assurer la sécurité alimentaire de tous ses habitants, c'est un problème vraiment qui est sur la table. Famine, malnutrition, perte, post-récolte, beaucoup de ces enjeux sont immenses. Mais face à ces défis, de nouvelles solutions émergent. Les technologies offrent aujourd'hui des perspectives inédites pour transformer nos systèmes alimentaires et garantir une alimentation saine et durable pour tous. Mais comment ces innovations peuvent-elles contribuer à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire auxquels le continent est confronté? Alors, nous allons parler au cours de ce webinaire des enjeux de la sécurité alimentaire en Afrique et également parler du rôle des technologies. Et nous avons aujourd'hui avec nous trois grands experts qui vont partager leurs notions à travers leurs compétences, à travers leur parcours, pour quand même nous donner plus d'éclaircissements sur tout ce qui est notions informatives par rapport à la sécurité alimentaire. Alors, déjà, je me présente, moi c'est Rachad Aklé, je suis chargé de communication à Agrosphère et je suis aujourd'hui avec Monsieur Nicolas Pagé. Monsieur Nicolas Pagé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous sommes également avec Madame Jonah. Madame Jonah, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là également. Bonjour Madame Charlotte. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien, merci. D'accord. Nous allons commencer par déjà Madame Charlotte. Madame Charlotte qui a accepté déjà d'être avec nous et déjà merci pour ça. Madame Charlotte, non seulement elle est panéliste aujourd'hui, nous allons vous présenter cette belle dame qui fait vraiment beaucoup pour en ce qui concerne euh, le monde agricole africain et pourquoi pas également mondial. Alors, Madame Charlotte est une promotrice de l'initiative Afrique Grenier du Monde, dédiée à la valorisation du potentiel agricole de l'Afrique. Elle est ingénieure en U-Business, entrepreneur agricole et œuvre depuis une décennie maintenant pour la transformation culturelle
du secteur agricole et agroalimentaire africain. Madame Charlotte Liborg est quand même cette dame qu'on peut toujours respecter parce qu'à travers le dispositif ISAP déployé auprès de la paysannerie, du secteur privé et des instances politiques africaines et internationales, son équipe informe, sensibilise, accompagne et plaide pour une agriculture connectée et capable de répondre aux défis de l'Afrique, parmi lesquels celui de la sécurité alimentaire. Alors, structurer les chaînes de valeur agricoles et promouvoir une synergie collaborative agricole nord-sud beaucoup plus efficace fera de l'Afrique la solution clé pour la donne alimentaire mondiale, selon Madame Charlotte. Et c'est un défi colossal pour elle qui nécessite la restructuration de diverses clauses relatives aux échanges commerciaux afin de réduire les importations agroalimentaires massives en Afrique, entre autres, et là, car l'Afrique regorge d'entrepreneurs et même d'investisseurs qualifiés pour le challenge. Le souci est donc ailleurs, et elle nous le dira tout à l'heure, et l'urgence réelle, c'est celle de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Alors, bonjour à nouveau, Madame Charlotte. Bonjour à vous. Alors, un coucou aux participants. Bonjour à tous ces futurs entrepreneurs agricoles, parce que véritablement, c'est ce que vous êtes, ou c'est ce que vous êtes appelés à devenir du fait de votre présence à ce webinaire. Vraiment, je salue cette belle participation qui témoigne en fait de l'engouement également donc, de ce secteur clé pour justement l'émergence du continent africain, qui reste le seul continent aujourd'hui à n'avoir pas opéré en fait sa révolution agricole, malgré l'immense potentiel justement donc que nous avons en Afrique, aussi bien au niveau du foncier, plus de 60% de terres arables mondiales, qu'au niveau de la main-d'œuvre avec cette croissance démographique sans précédent qu'on peut observer justement sur le continent. Et enfin, bien sûr, donc ce dispositif en matière hydraulique qui reste aussi justement un atout considérable pour le continent. Donc, bravo à vous d'être avec nous. Merci également à Agrosphère, qui est cette plateforme justement novatrice et qui œuvre de manière efficace maintenant depuis quelques années pour l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Un secteur que je présente aujourd'hui comme étant vraiment une manne pour la problématique de la sécurité alimentaire, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut même garder à l'esprit qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une équation qui est justement universelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver des solutions véritablement efficaces et pérennes pour nourrir une population sans cesse galopante, pour nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, on ne les a pas. On ne les a pas. Et parallèlement à ça, vous avez un continent qui est le continent agricole, qui est le continent clé aujourd'hui en matière justement donc, de solutions pour la donne alimentaire africaine et pour la donne alimentaire mondiale. Mais avant, effectivement, donc, d'avoir ces, comment dirais-je, on ne pourra malheureusement pas, on n'a plus le temps de scinder en fait les deux. Il va falloir trouver des solutions structurelles pour l'émergence de l'agriculture africaine qui aujourd'hui doit absolument répondre de manière urgente aux divers enjeux du continent. Et en même temps, il va falloir trouver, en tout cas, mettre en lumière la manière dont cette Afrique-là peut participer, en tout cas contribuer de manière efficace à la résolution de l'équation de la donne alimentaire mondiale. Nous avons aujourd'hui, je suis basée en France, hein, donc je parle énormément de cette synergie parce qu'elle est urgente. Nous avons une crise agricole aujourd'hui au niveau de la France avec une paysannerie sans cesse vouée à elle-même, en fait, on va le dire ainsi. Et pourtant, on a un continent où ces acteurs-là pourraient trouver des solutions. Voilà, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. On va concentrer sur la sécurité alimentaire pour le continent, sur l'opportunité
également réel et incommensurable que nous donne l'agritech, donc pour relever ce challenge donc de l'émergence de l'agriculture africaine en Afrique. Nous parlons quand même aujourd'hui d'un marché qui est estimé par la Banque mondiale à l'ordre de 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Donc, dans moins de 10 ans, le marché passe à 1 000 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, en termes d'estimation, toujours par la Banque mondiale, on n'est même pas à 500 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire que celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui doivent surtout se poser une question qui est claire et réelle. Comment faire pour devenir cet entrepreneur agricole qui contribue de manière efficace au défi de la sécurité alimentaire en Afrique grâce à l'agritech? On pourrait introduire le sujet de cette manière-là. Je vais m'arrêter à ce niveau pour une première prise de parole et bien entendu, je reste à votre entière disposition pour ce débat magnifique. Alors, merci beaucoup. Ça sent du lourd. Merci beaucoup. Nous allons continuer les présentations avec cette Amazone également qui est avec nous. Oui, au Bénin, on les appelle les Amazones. Alors, Madame Jonah et Rokono Salakor, qui est ingénieure de qualité et fille de la mondialisation. Elle totalise plus de 15 années d'expertise dans le domaine de l'agroalimentaire et de la sécurité des aliments. Conseil, formation, accompagnement à la certification lui permettent notamment d'œuvrer pour que les secteurs agri et agro, et tout en libérant leur potentiel d'atteindre de nouveaux marchés. Avec son expertise acquise en Europe et son attachement à l'Afrique, elle a la conviction que combiner le meilleur de ces deux mondes à travers la transformation de ressources agricoles en produits alimentaires sains et nutritifs est le meilleur même, je vais dire, pour l'Afrique de se nourrir et de contribuer à nourrir le monde. Alors, bonjour Madame Jonah. Bonjour à tous, merci de prendre le temps d'interagir avec nous aujourd'hui. Merci pour cette introduction et merci à Agrosphère effectivement de mettre en lumière des sujets comme ceux-ci. Effectivement, je pense qu'on a une carte à jouer, que le continent africain doit se préparer à renforcer son autonomie alimentaire et aussi, comme le disait Madame Charlotte tout à l'heure, pouvoir être prêt pour mener de front les enjeux de demain et les transformations auxquelles il doit se préparer pour pouvoir effectivement se nourrir, mais aussi participer à nourrir le monde. Et pour ça, on a effectivement des enjeux qui sont aussi ceux de la sécurité des aliments, parce que pouvoir avoir des ressources disponibles, c'est une chose, pouvoir les conserver et consommer des produits sûrs, c'est autre chose encore. Mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Jonah, c'est un plaisir. Alors, nous allons présenter le troisième panéliste, je vais dire peut-être le seul coq de la basse-cour. Le seul coq de la basse-cour, alors, lui, il est chercheur au CIRAD, au sein de l'unité mixte de recherche, innovation et MR Innovation. On veut parler de M. Nicolas Pagé, qui concentre surtout sur des travaux de la transformation digitale de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et il adopte une approche systémique pour analyser les impacts des technologies numériques sur des systèmes agricoles, notamment en matière d'accès au marché, d'échange de connaissances et de renforcement des capacités des acteurs. Alors, basé au Bénin depuis 4 ans, donc il est devenu béninois, il a coordonné le projet Fracture numérique ainsi que plusieurs autres initiatives portant sur la co-conception de solutions digitales et l'étude des impacts socio-économiques de la digitalisation. Ces recherches s'inscrivent à l'interface entre innovation, technologie, sciences sociales et développement durable. Alors, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour, Monsieur Nicolas Pagé. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette présentation.
Merci. Alors, bonjour, chers panélistes. Je pense que nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Laissez-nous des pauses pour nous dire que vous êtes prêts pour suivre avec attention ce webinaire. Merci. Merci, c'est ça pour que vous êtes avec nous. Et pendant la présentation, si vous avez des questions adressées à un panéliste ou bien sur le sujet en général, laissez ça dans le chat. Nous allons énumérer tout cela et revenir sur ça après. Je crois que votre micro est coupé, on ne vous entend plus. Alors, je pense que nous allons nous lancer à présent. Déjà, je vais commencer par Madame Charlotte. Alors, dites-nous, pour comprendre le contexte et les défis spécifiques, donnez-nous la définition et les principales problématiques liées à la sécurité alimentaire en Afrique aujourd'hui. Madame Charlotte Libog. Je remets mon micro et même ma caméra. Voilà. Alors, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en quelques mots, hein, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est important de faire quand même la distinction entre la sécurité alimentaire donc, que nous traitons aujourd'hui et également donc, la problématique de la souveraineté alimentaire. Donc, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle plutôt de la capacité que va avoir un État, un pays, justement, à assurer donc l'alimentation de ses populations, non seulement de manière quantitative, donc des denrées alimentaires disponibles pour tous, mais aussi et surtout de manière qualitative, donc afin que ces aliments-là ne puissent pas être source justement de maladies diverses, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que Jonah pourra nous éclairer là-dessus tout à l'heure. Donc, cet aspect-là est à prendre en compte. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, donc, et aujourd'hui en Afrique, malheureusement, nous n'arrivons pas à assurer notre sécurité alimentaire et de nombreux États dépendent de l'extérieur pour nourrir leur population. Et cela se traduit en fait par de nombreuses importations massives qui ont des conséquences véritablement dramatiques sur justement la croissance de nos États. Parce que tant qu'on dépend en fait de l'extérieur pour nourrir nos populations, on ne peut pas véritablement parler donc de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance en la matière. Donc malgré le potentiel colossal donc de cette Afrique en matière agricole, voilà la dure réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc, je le disais tantôt, il faut aussi donc mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire et cette souveraineté alimentaire va justement donc résumer cette capacité de pouvoir donc justement donc produire ce qui est consommé sur place. Donc, voilà le défi en fait qu'il faudra relever de manière globale, donc au final, parce que la sécurité alimentaire aujourd'hui, on arrive à l'assurer grâce justement à ces importations massives. Donc, malgré le fait que cela handicape nos balances commerciales, on arrive quand même donc à le faire. Il faut bien qu'on mange. Mais la souveraineté alimentaire, qui est capitale pour l'émergence du continent, n'est pas assurée. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus urgent donc de se pencher sur les solutions structurelles qui pourront nous permettre justement de parler de souveraineté alimentaire et de parler d'une véritable croissance, une véritable émergence donc pour nos pays. Alors, notion de sécurité alimentaire, donc à appliquer donc de manière quantitative et qualitative, donc je l'ai abordé. Je voudrais également donc parler de l'importance de prendre en compte le changement climatique qui frappe notre planète pour justement donc réfléchir aux politiques structurelles en matière de sécurité alimentaire en Afrique. Donc, ensuite, donc, en termes d'enjeux, lorsque je dis
qu'aujourd'hui, assurer la sécurité alimentaire en Afrique peut permettre justement de résoudre un certain nombre d'enjeux rattachés au continent. Je veux parler de l'emploi des jeunes. Il est important aujourd'hui de rendre le secteur beaucoup plus attractif, notamment aux yeux des jeunes, parce que aujourd'hui, la jeunesse constitue quasiment plus de 70% de la population, donc au niveau de l'Afrique. Et c'est cette cible-là qu'il faut toucher pour mobiliser justement donc les diverses parties. Donc, en ce qui concerne donc la problématique de l'investissement dans le domaine agricole et agroalimentaire, et pour qu'elle soit mobilisée, cette richesse, cette jeunesse, il faut absolument rendre le secteur attractif. Il faudrait absolument qu'on arrête de nous présenter donc des entrepreneurs agricoles, donc comment dirais-je, de manière dévalorisante. Aujourd'hui, je suis entrepreneur agricole, mais je peux travailler du monde depuis chaque coin du continent ou même à l'extérieur grâce à l'agritech. Donc, il faut pouvoir présenter à notre jeunesse ces possibilités-là, que nous donnent justement donc les nouvelles technologies, donc l'agritech et dans tous les domaines. Il faut pouvoir présenter également cette agriculture-là de manière sexy, comme le dit très souvent donc le président Adesina, qui est le président de la Chambre, de la Banque africaine de développement. Donc, il a présenté de manière sexy, c'est présenter toutes les diverses possibilités qu'on peut avoir en matière d'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Donc, structurer les chaînes de valeur, donc au niveau de la production, certes, mais également au niveau de la transformation des produits, au niveau de la commercialisation des produits, et également au niveau donc des services annexes comme la finance, comme la formation, etc., etc. Voilà des secteurs clés qui pourraient permettre justement donc à notre jeunesse de voir beaucoup plus, en tout cas de valoriser le secteur et en tout cas de s'y intéresser, de pouvoir investir et de s'investir, et qui pourrait également donc permettre une véritable construction donc de cette sécurité alimentaire à terme. Voilà, donc vous avez également, je suis une femme, je travaille avec les femmes rurales, notamment au niveau du Cameroun, de temps en temps au Sénégal, Burkina Faso également, et Côte d'Ivoire. Et je peux vous garantir que ces femmes-là sont de véritables actrices incontournables donc, pour le défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Et malheureusement, c'est cette cible-là qui est la plus défavorisée lorsqu'on parle d'investissement. C'est celle qui est la moins financée. C'est celle qui n'a pas accès au foncier. Quand on sait que l'accès à la terre permet justement l'accès au financement. Ce sont les femmes qui sont les plus démunies. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tous ensemble plaider pour de meilleures conditions donc dédiées à l'investissement des femmes donc en matière d'entrepreneuriat, donc dans le domaine agricole et dans le domaine agroalimentaire, plus de financement pour ces femmes-là qui, malgré justement donc, la pénurie en termes de moyens, arrivent quand même à relever le défi de la sécurité alimentaire en Afrique, parce que plus de 70% de ce qui est consommé, de ce qui est disponible en matière de production locale en Afrique est assuré par ces femmes-là, malgré ce manque de moyens. Donc vraiment, elles sont à saluer, et il faudrait qu'ensemble, on puisse véritablement réfléchir à plus de mesures favorables donc à l'investissement des femmes dans le domaine agricole en matière d'entrepreneuriat et même d'investissement, donc pour arriver à une véritable sécurité alimentaire capable de répondre à ces enjeux du continent. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, encore une fois. Merci bien. Alors, parlons déjà de l'Afrique, en faisant l'état des lieux en Afrique. Alors, dites-nous, selon votre expertise, Madame Jona Nkono-Salakor, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'angle sécurité sanitaire des aliments? Alors, merci. Déjà, donc, on a eu une introduction là de Madame Liboc qui a redéfini ce qu'on met derrière le terme sécurité des aliments. D'un point de vue sécurité, pour que quelque chose soit sûr, il faut que ce soit disponible. Donc, il y a effectivement le fait d'en avoir en quantité suffisante. Il y a le fait d'avoir des produits qui soient sains, donc qui ne représentent pas une menace pour la santé des personnes qui vont les consommer.
Et il y a aussi, du coup, un aspect nutritif, que ce soit quelque chose qui réponde aux besoins des populations. Et effectivement, sur ces 3 thématiques-là, je pense qu'on a aujourd'hui des enjeux qui sont importants. En parlant de disponibilité tout à l'heure, elle disait qu'on était très liés avec ce qui vient de l'extérieur et donc cette notion d'importation. Donc effectivement, pour qu'un produit soit disponible, si on dépend uniquement des importations ou en tout cas en grande partie, c'est problématique. On a aussi un aspect de disponibilité en fonction des périodes, parce que quand on regarde sur les marchés africains, il y a des produits qui sont très accessibles à certaines périodes et qui sont réservés à des personnes qui ont le pouvoir économique de s'en offrir à d'autres. Donc la disponibilité aussi, c'est réussir à rendre certains produits disponibles, quelle que soit la saison, parce que ce sont des choses, pour le coup, qu'on n'a pas forcément besoin d'importer, qu'on peut avoir à disposition sur place. Encore faut-il pouvoir gérer une ressource comme l'eau qui fait parfois défaut en fonction des saisons. Donc ça, c'est pour la partie disponibilité, pour dire 2 mots rapidement. Sur la partie sanitaire, donc santé, puisque dans sécurité alimentaire, il y a aussi l'aspect sûreté alimentaire. Il s'agit de pouvoir avoir des produits qui effectivement sont disponibles, mais aussi qui ne représentent pas de risque pour la personne qui les consomme. Et sur ces thématiques-là, on a aussi de vrais enjeux sur le continent, autour de la conservation. On parlait de disponibilité tout à l'heure. Aujourd'hui, on estime que jusqu'à 80% de ce qui est disponible n'est pas exploité, n'est pas consommé, parce qu'on a une vraie problématique aujourd'hui en Afrique autour de la conservation. Comment est-ce que je fais pour maintenir ces produits-là jusqu'au moment où on en a besoin? Comment est-ce que je fais pour que ces produits-là soient disponibles quand j'en ai besoin? Donc effectivement, tout ce qui va être la gestion de la chaîne du froid, la mise en place de process de transformation qui vont permettre de prolonger la durée de vie de ces produits-là, ce sont des sujets qu'on mérite d'explorer plus intensément sur le continent. Pour parler maintenant de nutrition, il y a aussi cet aspect-là. Pouvoir avoir de quoi se nourrir, c'est une chose, mais encore faut-il que ça puisse répondre à nos besoins physiologiques. Et de ce point de vue-là, on a aussi, je pense, un travail de sensibilisation à faire autour du fait de consommer des ressources qui sont disponibles localement, qui sont adaptées du coup aux organismes des personnes qui vivent dans ces endroits-là, et qui nous permettrait en fait de concourir à plus d'autonomie, puisqu'on serait consommateur de produits qui nous conviennent, qui nous correspondent, qui peuvent pousser chez nous. Et si en plus on sait comment les conserver, les transformer, je pense qu'on a du coup une manière efficace d'avancer sur ces sujets de sécurité alimentaire. Ensuite, tout à l'heure, Charlotte Liebig évoquait le fait qu'on a aussi une réalité à laquelle tout le monde doit faire face, et pas seulement le continent africain, c'est la réalité des changements climatiques. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va devoir prendre en compte pour pouvoir continuer à s'alimenter demain. Aujourd'hui, on disait qu'elle était en France, je suis aussi en France, et il y a des questions qui commencent à se poser sur comment est-ce que des pays, même comme la France, font demain pour pouvoir garder leur souveraineté alimentaire. Elle parlait rapidement tout à l'heure de la crise dans le secteur agricole ici. Effectivement, quand c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'il n'y a pas suffisamment d'eau disponible, il y a des restrictions qui sont mises en place pour les agriculteurs et ça commence à entamer la disponibilité de certaines ressources. Et donc, même des pays comme la France commencent à se poser la question de qu'est-ce qui pourrait pousser demain quand il fera plus chaud chez nous, quand il faudra gérer l'eau différemment. Et pour le coup, ce sont des choses qui poussent déjà sur le continent africain. Donc, on a vraiment une carte à jouer pour se préparer à progresser sur ces sujets-là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Jonan. C'est vraiment intéressant. Alors déjà,
Ce que j'aurais pu notifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a d'énormes défis. Mais nous sommes quand même à l'ère de la technologie. On a constaté que l'impact de cette technologie dans certains domaines d'activité donne un résultat assez flamboyant. Alors, dites-nous, selon vous, Monsieur Nicolas Pagé, est-ce que la technologie aujourd'hui, au sens large, peut-elle apporter des solutions concrètes à ces défis? Ok, merci pour la question. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste du tout de la sécurité alimentaire, mais plutôt des processus de digitalisation. Après, j'ai quand même essayé de réfléchir un petit peu aux promesses que le numérique pourrait apporter, en tout cas aux opportunités qu'il crée dans le cadre de la sécurité alimentaire. Donc là, je vais juste donner un ensemble de thématiques possibles et ensuite faire un petit état des lieux des résultats que les recherches menées au cours des dernières années ont donné. Alors, quand on parle de numérique, on l'imagine déjà, à mon avis, dans les champs, c'est-à-dire que ça permet d'optimiser, d'améliorer la production dans les champs. Donc ça, c'est vraiment l'agriculture de précision, mais aussi plus simplement en facilitant l'échange de connaissances, l'échange de pratiques entre pairs ou avec des conseillers agricoles. Le deuxième élément qu'on peut imaginer, c'est l'impact au sein d'une chaîne de valeur. Donc, on peut imaginer que le numérique permettrait d'améliorer la traçabilité des aliments, donc pour s'assurer que les aliments soient de qualité ou produits de la bonne façon. Permettre aussi d'affiner la logistique, puisque les flux informationnels peuvent être plus simples. Et donc, au final, de limiter les pertes post-récolte qui sont effectivement qui sont un des problèmes clés ici, puisque c'est relié à la conservation. Mais aussi, si on me coupe le micro, je ne sais pas qui coupe mon micro. Donc ça, c'est deux éléments de base. Donc, sur l'échange de connaissances, l'accès au marché. Il y a des aspects qui sont un peu plus complexes qu'on peut imaginer. Donc, typiquement, développer des produits assurantiels un peu plus poussés, donc qui assurent la sécurité aussi des producteurs eux-mêmes en cas de variabilité de récolte. Ça peut se faire via des mesures satellitaires, mais c'est très approximatif. En général, il faut les coupler avec du terrain. Et un dernier élément qui est peut-être encore plus difficile, c'est de s'appuyer sur le numérique pour modéliser et accompagner l'évolution territoriale. Donc, des transitions qui prennent en compte certains. Voilà. Donc, ça, ce serait un paysage de l'ensemble des possibilités, j'en ai peut-être oublié, mais qui permettrait de relier numérique et sécurité alimentaire. Alors, bon, le numérique, c'est aussi beaucoup de fantasmes. Donc, il y a plein de. Il y a plein d'espoir sur le fait que tout va être révolutionné grâce au numérique. Mais c'est aussi certaines réalités qu'on peut observer, notamment en zone rurale. On s'aperçoit que là, c'est le témoignage d'un projet sur 3 pays, donc et 3 filières. Donc, c'était sur le projet Fraction numérique avec le lait au Sénégal, le cacao en Côte d'Ivoire et le maraîchage au Bénin, qui sont 3 filières très différentes, qui œuvrent plus ou moins pour la sécurité alimentaire. En tout cas, c'est des filières de production importantes. Donc, on s'aperçoit que il y a 20% de gens en zone rurale qui, globalement, n'ont pas de téléphone du tout. On est à plus de 60-70%. Pardon, le numérique, c'est que le téléphone. On a 20% de gens qui n'ont pas de téléphone. On a entre 60 et 70% de gens qui ont des téléphones simples et 20% à peu près qui ont WhatsApp. Des smartphones. On peut imaginer que ça va se répandre petit à petit sans faire d'hypothèses trop fortes. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Quand on a un téléphone simple, on a accès à 2 choses. En gros, on peut faire des appels, évidemment, et aussi on a accès au monde de mobile money, donc qui permet de fluidifier les flux financiers. Le deuxième élément, c'est dès qu'on a un téléphone, un smartphone, ce sera la voie ouverte vers des réseaux sociaux, donc des interactions beaucoup plus claires.
Par contre, ce que j'ai jamais vu pour le moment, c'est un usage par des agriculteurs d'applications un peu avancées, donc d'aller faire du recueil de données compliquées, d'aller interroger des applications, même comme PlanteNet ou Plantix. Donc, pour l'instant, il y a une vraie appropriation, mais d'outils qui sont non spécifiques à l'agriculture. Je voudrais souligner que dans le cadre dès qu'on a un smartphone, il y a une marche qui est sautée de capacité vers un usage de WhatsApp notamment, ça dépend des pays, disons WhatsApp. Et ça permet de se connecter dans des groupes de pairs entre agriculteurs, des groupes avec des conseillers agricoles qui permettent d'échanger pas mal d'informations. Mais aussi des groupes de vendeurs et d'acheteurs, parfois indirects, qui permettent via différentes stratégies marketing, de vendre ses produits et donc de limiter les pertes post-récolte. Ça, c'est lorsqu'on observe l'usage émergent de la part des agriculteurs et des commerçants, donc une application d'outils assez génériques à des problématiques agricoles. On observe autre chose aussi, c'est des commerçants, des industriels, des transformateurs qui, eux, vont chercher à garantir leur approvisionnement. Et là, il est possible d'imaginer des systèmes beaucoup plus sophistiqués de collecte et d'organisation via des systèmes d'information. Et en général, c'est via des interfaces très simples pour les agriculteurs, mais beaucoup plus avancées pour ces industriels-là. Donc là, c'est un peu plus terre à terre sur ce qu'on observe de la réalité de l'appropriation du numérique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour l'instant. On pourra peut-être compléter. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Alors, déjà, en restant sur ce volet de technologie, nous pouvons déjà dire que les technologies offrent aujourd'hui des perspectives inédites pour transformer nos systèmes alimentaires et garantir une alimentation saine et durable pour tous. Mais tout à l'heure, Madame Charlotte notifiait quand même un aspect très intéressant en ce qui concerne le changement climatique. Alors, dites-nous, Madame Charlotte, quels sont les facteurs qui influencent le plus la sécurité alimentaire en Afrique, selon vous? Merci. Alors, vous revenez sur la sécurité alimentaire, vous parlez des facteurs qui influencent le plus la sécurité alimentaire à l'heure d'aujourd'hui en Afrique. Je pourrais vous en citer quelques-uns. Voilà, donc parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un sujet de très grande ampleur. Je crois que je vais commencer justement donc par comment le dire. C'est un sujet qui fâche un petit peu. Alors, je ne sais pas si on a des politiques parmi nous, vous allez me pardonner, mais je vais quand même parler de cette épine que nous continuons d'avoir justement donc un peu partout en Afrique. En 2003, à Maputo, nos dirigeants ont adopté en fait un accord dédié au financement du secteur. Et cet accord stipulait que les divers gouvernements devaient consacrer 10% de leur budget à l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire. À l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 10 ans, plus de 20 ans après, on n'a toujours pas, de manière concrète, on ne voit pas l'application justement de cette clause dans les directives en fait données par nos divers pays en matière agricole et agroalimentaire. Donc, je dirais que le financement constitue quand même une épine. Plus ce secteur sera financé, plus on aura justement donc des perspectives, on va dire favorables donc à une meilleure sécurité alimentaire sur le continent, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez les femmes qui assurent près de 80% donc, de la production locale, mais qui restent largement, comment dirais-je, qui restent vraiment en marge du financement donc, en matière d'investissement. Donc, on a donc cette épine. La seconde épine, en fait, que je pourrais citer, c'est celle donc
on en a parlé un petit peu en termes de solutions, notamment par rapport à l'agritech, celle des pertes post-récolte. Effectivement, en ce qui concerne la production déjà disponible, donc sur le continent, vous avez certaines régions où malheureusement on arrive à avoir donc des pertes post-récolte allant jusqu'à 60 voire 70% des produits. Donc, dans des pays comme le Cameroun, par exemple, où je suis originaire, lorsque vous avez on a par exemple la saison des mangues, vous allez avoir plus de 60-80% en fait, donc des produits qui finissent vraiment à perdre. Pourquoi? Et ben, tout simplement parce que on est en manque d'infrastructures, de un, et il n'y a pas non plus de véritable politique en matière d'incitation pour la transformation, donc au niveau local. Et même lorsque vous avez des entrepreneurs ou encore des agro-industriels qui se lancent, l'investissement n'est pas toujours garanti. C'est pas toujours garanti en fait. Vous pouvez avoir la volonté de faire les choses. Et je puis vous en parler en fait parce que je suis entrepreneur agricole, donc je suis confrontée aux mêmes difficultés. Nous avons un club d'affaires avec de nombreux entrepreneurs qui sont confrontés à la même problématique et même des agro-industriels qui ont déjà été financés même par des structures internationales. C'est la même problématique pour tout le monde. Vous vous engagez en fait pour la production en fait d'une denrée, quel que soit le secteur, et vous vous engagez bien sûr, donc ça vous coûte un certain montant, et malheureusement lorsque vous arrivez sur le marché, vous êtes confronté à une réalité qui n'est quand même pas acceptable. Vos produits ne sont pas du tout compétitifs. Pourquoi? Parce que votre coût de production est largement supérieur à celui des produits qui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Eh ben parce que voilà, donc on est confronté, on est face à une réalité qui n'est pas toujours maîtrisée en fait par nos dirigeants. J'ai parlé du problème du financement, du problème de l'engagement des gouvernements par rapport justement donc au budget, donc à l'allocation de 10% des budgets. Mais je veux parler aussi de l'aspect de l'engagement, en tout cas au niveau international, de l'urgence de la révision des accords dédiés au libre-échange, donc en matière agricole et agroalimentaire. Pourquoi? Parce que c'est un inconvénient, en fait, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire en Afrique. Nous dépendons aujourd'hui, malheureusement, de ces importations massives pour assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Et je crois que l'une des solutions, justement, pourrait être celle de la révision. J'en suis persuadée d'ailleurs, j'en ai parlé avec de nombreux experts, notamment donc, en la matière. Et il est important, voire urgent aujourd'hui, de revoir les accords justement donc dédiés aux échanges au niveau commercial, donc en matière agricole et agroalimentaire, parce que tant qu'on aura donc des marchés comme ça envahis par des produits qui viennent de l'extérieur, on n'aura pas la possibilité en fait de véritablement encourager les entrepreneurs, les investisseurs à se lancer de manière pérenne, de manière cruciale. Donc, c'est véritablement donc, un point qui n'est pas toujours relevé. Vous avez de nombreuses campagnes dédiées donc, à l'entrepreneuriat agricole, chez les femmes, chez les jeunes. Mais on oublie très souvent de dire qu'il faudrait que ce soit rentable à terme. Donc, vous avez des gens qui se lancent, vous mettez votre argent, vos économies. Oui. Et malheureusement, quand vous arrivez sur le marché, vous allez vendre votre riz. Moi, je vais avoir mon riz local. Et à côté, vous avez le riz qui vient, par exemple, d'Asie. Et la ménagère qui arrive sur le marché et qui veut assurer justement, donc, qui veut faire manger sa famille, ne cherche pas à savoir quel est le riz qui vient, en fait, quel est le riz qui est produit localement et quel est le riz qui est produit, enfin, qui vient de l'extérieur. Elle va choisir le produit le moins cher parce qu'elle doit nourrir sa famille. Et donc, ça tue complètement, en fait, les efforts du secteur privé et bien sûr des agro-industriels qui produisent localement. Et il faut revoir un certain nombre
de règles à ce niveau-là. Voilà. Il y a d'autres facteurs que je pourrais citer, mais oui, on va oui. peut-être permettre à, c'est pas, Madame Jona de peut-être de nous citer quelques-uns. C'est vrai que c'est un sujet assez dense, mais compte tenu du temps, on va essayer quand même. S'il y a des participants qui ont des questions, quand même, ils n'ont qu'à énumérer ça dans le chat, on va revenir sur ça. Merci. Oui, Madame Jona, dites-nous par rapport à cette question, vous avez quelques facteurs de votre côté à énumérer? Bah, écoutez, là, on parle de ce qui peut influencer la sécurité alimentaire. Pour prendre l'angle sécurité sanitaire, donc le fait d'avoir des aliments sûrs, quand on parle d'alimentaire, les dangers qu'on cherche à maîtriser d'un point de vue de l'alimentation, c'est les dangers physiques, biologiques, chimiques et allergènes. Donc, pour commencer, par exemple, par le danger chimique, aujourd'hui, la gestion des intrants, la maîtrise des pesticides, je pense que ce sont des sujets sur lesquels on a beaucoup à faire sur le continent. Vous avez parlé rapidement tout à l'heure du digital et des solutions que ça pouvait apporter en matière de traçabilité. Typiquement, là, aujourd'hui, quelles sont les substances chimiques qui ont été utilisées pour une production, comment est-ce qu'on les a gérées, comment est-ce qu'on les a maîtrisées, est-ce qu'on sait dire quelles sont les quantités résiduelles. Ça, ce sont des sujets qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire. Derrière, il y a effectivement des impacts qui peuvent être importants pour les consommateurs, pour les sols et pour les recherches, pour les récoltes à venir. Si on parle du danger biologique, tout ce qui va être conditions de stockage, de transformation, gestion de la chaîne du froid. Quand on voit aujourd'hui des poissonneries qui s'ouvrent par dizaines, qui livrent, en tout cas qui proposent des produits qui sont surgelés, qui proposent de décongeler rapidement pour les clients et qu'on voit des poissons qui baignent dans de l'eau à température ambiante depuis plusieurs heures parfois. D'un point de vue microbiologique, on fait malheureusement des bouillons de culture et il peut y avoir derrière des impacts assez importants. Et comment dire, les conséquences qui vont avec peuvent aussi avoir après des impacts même sur la sécurité. On parlait tout à l'heure des impacts économiques parce qu'effectivement, Madame Libog disait quand il y a 80% des récoltes qui ne sont pas valorisées, 80% des mangues qui pourrissent, effectivement, ce sont des pertes économiques. Ce sont des devises aussi qui sont perdues, enfin qui sont sorties. Quand on importe du riz, comme elle disait tout à l'heure, c'est aussi de l'argent qu'on aurait pu faire travailler à l'intérieur, qu'on ne fait pas travailler. Et en termes d'impact, on a aussi un impact qui peut aller jusqu'à la sécurité des populations, jusqu'à l'ordre public. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a eu un problème sanitaire lié à l'alimentation donc en Afrique du Sud avec 22 jeunes qui sont morts en ayant acheté des produits alimentaires pas loin de leurs établissements scolaires. Les produits étant vendus en Afrique du Sud, en tout cas les produits concernés, beaucoup par des supérettes ou des acteurs comme ça, tenus par des étrangers. Il a commencé à y avoir une montée de xénophobisme. L'État a dû s'en mêler pour calmer les populations. Donc oui, les impacts, y compris là d'un danger biologique à la base, mal maîtrisé au niveau de l'alimentation, peuvent parfois aller jusqu'à l'ordre public. Donc, je vais m'arrêter là pour pas prendre tout le temps de parole, mais effectivement, même quand on prend juste le prisme de la sécurité sanitaire, on se rend compte qu'il peut y avoir des impacts sur le côté économique, sur le côté ordre public, sur le côté sanitaire et sécuritaire. Oui. Merci beaucoup, Madame Jona. Alors, Monsieur Nicolas, dites-nous, malgré que vous n'êtes pas dans le domaine de la sécurité alimentaire, vous avez quand bien même fait des recherches sur des travaux de transformation digitale et de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que vous avez pu constater comme conséquence qui embrave l'insécurité alimentaire sur les populations africaines, c'est-à-dire en termes de santé ou bien en termes de développement économique
Quel constat vous avez pu notifier? C'est une grande question. Moi, j'ai déjà un peu évoqué le type d'appropriation que j'ai observé. Ce que j'ai vu, c'est parfois une amélioration quand même des flux de matière et des flux informationnels au sein de chaînes de valeur. Par exemple, si on prend l'exemple dans le maraîchage, qui est une filière qui est, à mon avis, centrale pour la sécurité alimentaire, il y a les problématiques qui ont été évoquées de surusage des pesticides et des choses comme ça. Et les témoignages que j'ai eus montrent que on peut largement enfin, les producteurs ont accès à un ensemble d'acheteurs beaucoup plus large, arrivent en partie à... C'est même pas tellement une question de négocier des prix, mais en tout cas arrivent plus facilement à vendre leurs produits. Après, je dois avouer que j'ai pas organisé une véritable évaluation de l'impact du numérique sur ça. Parce que c'est des choses qui sont pas évidentes à... Bon, ça c'est méthodologique. C'est pas évident à prouver. Laissez-moi un tout petit peu réfléchir et je vais continuer. Parce que l'autre phénomène qu'on observe, c'est une certaine financiarisation. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait si je parle d'éleveurs Peul, en fait, ça amène à augmenter le fait d'être enrôlé dans un système de collecte très régulier comme ça. Ça amène à des phénomènes externes de type beaucoup plus de sédentarisation et pousser à une production plus grande. Donc, ça crée aussi des transformations dans les modes de vie et dans les façons d'appréhender l'agriculture. Donc, comme vous voyez, moi, là, je n'ai pas de réponse définitive, claire à apporter à cette question, mais on voit quand même un certain nombre d'impacts. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, dès que possible, tous les agriculteurs utilisent un téléphone portable et l'utilisent de manière professionnelle pour communiquer. Quand on est, par exemple, quand on doit faire la transhumance, le fait de pouvoir appeler quelqu'un qui est sur le lieu sur lequel on est censé emmener ses troupeaux, c'est extrêmement important pour ne pas se déplacer au hasard. Voilà, donc il y a vraiment un ensemble d'effets assez vastes. Après, ce ne sera pas la panacée qui va résoudre l'ensemble des problèmes. Ça, c'est évident. Par exemple, Charlotte évoquait la question des finances. Alors, c'est vrai que maintenant, le mobile money prend un essor assez extraordinaire. Il y a de plus en plus au Bénin, par exemple, d'usage possible du mobile money. Il y a du push and pull qui est organisé avec la connexion entre certaines IMF et les comptes mobile money. On peut imaginer même des paiements spécifiques au sein de certaines filières, mais ça ne va pas résoudre la problématique de financer les organisations, les fermes. Les crédits sont très courts, ils ne sont pas forcément adaptés à la spéculation en question. La temporalité n'est pas forcément bonne. Ce n'est pas le numérique qui va permettre de faire des investissements dans des bâtiments, de faire des investissements dans du foncier. Voilà. Donc, il y a certains avantages, ça va fluidifier un certain nombre de choses, mais ce ne sera pas la solution unique. Juste rapidement, Nicolas parlait à l'instant de l'impact que ça peut avoir sur les modes de vie.
c'est vrai que si on regarde là, par exemple, on parlait de la disponibilité tout à l'heure, c'est la pleine saison des tomates. La tomate coûte très peu cher, tout le monde y a accès, c'est une bonne chose. Par contre, les quelques personnes qui arrivent à produire en contre-saison, elles sont du coup les seules à avoir des produits frais sur le marché, si ce n'est pas des produits importés. Du coup, en général, à contre-saison, ces produits sont moins accessibles, en tout cas le sont, pour des personnes qui ont les moyens de les acheter. Donc, ça veut aussi dire que le système actuel, si on n'arrive pas à l'améliorer et à rendre des ressources davantage disponibles pour tous, font qu'on va continuer à appauvrir des personnes qui ont assez peu de ressources. Je voulais juste souligner ce point-là sur l'aspect économique et les impacts que ça peut avoir. Merci. Déjà, je pense que nous allons entamer à nouveau le côté, les rôles des technologies, au fait. Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous avons constaté que oui, nous sommes dans un monde où chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles technologies qui essaient d'embrasser tous les domaines, si vous voyez. Alors, déjà, je demande aux participants de laisser leurs préoccupations et les questions dans le chat. Nous allons revenir sur ça. D'accord? Merci bien. Alors, dites-moi, Monsieur Nicolas, je vais toujours rester avec vous. Selon vous, quelles sont les technologies les plus prometteuses pour améliorer le secteur alimentaire, d'accord, et la sécurité alimentaire, surtout en Afrique, que ce soit peut-être avec des agricultures de précision ou bien la chaîne du froid, etc. Qu'est-ce que vous avez pu énumérer? Et je vais revenir avec Madame Charlotte et Madame Jonah pour quelques informations également. Alors, là, on sort encore de mon domaine de compétences. La chaîne du froid, j'y connais rien. J'imagine qu'il faut la maintenir, mais j'ai l'impression que c'est pas moi le plus grand spécialiste. Donc, comme il y a un certain nombre d'expérimentations qui, à mon avis, sont intéressantes. Donc, tout à l'heure, j'évoquais les questions assurantielles. En fait, avec les technologies, là, se développe la possibilité, par exemple, le mobile money peut simplifier, donc ça c'est l'idée de base, simplifier le dédommagement des gens qui ont souscrit à une assurance. Ces assurances, elles peuvent être souscrites pas forcément directement par les agriculteurs, parce que souvent c'est pas tellement une volonté individuelle, mais ça peut se faire via des coopératives, via des agrégateurs un peu plus poussés. Et quand même, avec le mélange entre des mesures satellitaires, des mesures au sol, qui sont claires et compréhensibles, c'est-à-dire on mesure avec peut-être les possibles bénéficiaires le rendement, et on peut déclencher des décaissements beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, alors, les produits assurantiels, c'est des produits qui sont déjà très, très poussés, qui sont un petit peu difficiles d'accès pour des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, puisqu'on est sûr de dépenser de l'argent, moyennant, c'est comme un pari, c'est-à-dire il y a une possibilité de retour, mais c'est absolument pas sûr. Le seul truc qui est sûr, c'est de dépenser l'argent. Donc, l'assurance, ça a quand même des impacts qui pourraient être très gros, notamment lorsque on prend en compte le fait qu'il y ait des changements, le changement climatique, avec des fortes variabilités de pluie, d'ensoleillement, et donc des productions beaucoup moins prévisibles. Donc à ce niveau-là, ça peut être vraiment très intéressant. L'autre élément que je vois, c'est surtout plus que pour les agriculteurs, une façon de beaucoup mieux contrôler, prévoir ce qui peut se passer en termes de flux lorsqu'on est d'autres acteurs d'une chaîne de valeur. Donc, quand on est des commerçants ou qu'on est un transformateur,
l'usage de technologies avancées avec des systèmes informatiques un peu poussés permettent de beaucoup mieux gérer les approvisionnements. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'ananas, ça peut être produit un peu quand on veut toute l'année. Si c'est bien planifié, quand on est une usine qui va acheter auprès d'agriculteurs, on peut donner des instructions à chaque agriculteur de provoquer la floraison pour que l'approvisionnement soit constant pour l'usine. Donc ça peut arranger à la fois les agriculteurs et les usines, puisque ça lisse la production. Donc dans les chaînes de valeur, il y a quand même des possibilités tout à fait intéressantes. Après, lorsqu'on parle de traçabilité, là, on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément évident. Donc là, il y a des études qui sont en train d'être menées sur la filière cacao qui doit prendre en compte des règles définies par l'Union européenne de non-déforestation, que les effets sont beaucoup moins clairs. Je ne suis pas totalement spécialiste, mais je vais parler vraiment dessus. Donc voilà, donc là, ça c'est deux exemples là, dans les chaînes de valeur et l'assurance. Voilà. Ok. Alors, Madame Charlotte, je pense que je vais toutefois vous laisser la même question pour nous donner encore quelques informations par rapport à ces technologies prometteuses pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, effectivement, on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, l'agritech constitue véritablement une voie royale donc, pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plateforme Afrique Grenier du Monde a mis sur pied donc, le forum Afrique Grenier du Monde qui est dédié justement à la mise en lumière donc, de l'innovation en matière l'innovation numérique au service de l'agriculture africaine. Donc, nous avons eu une édition au Burkina Faso et une autre édition au Bénin avec la mobilisation de nombreux acteurs, donc politiques, secteur privé, société civile, organismes internationaux, bien sûr paysannerie. Et c'est vrai que cela nous a permis véritablement donc de voir à quel point le numérique suscitait justement un espoir réel pour les divers acteurs, à quel point le numérique aujourd'hui favorise cette synergie collaborative qui est importante et incontournable si on veut véritablement voir un changement structurel donc en matière de sécurité alimentaire donc dans nos pays. Donc alors il faut quand même dire que c'était, on va dire, 2017 au Bénin, 2021 donc au Burkina Faso. Et ensuite, nous avons mis un bémol. Pourquoi nous avons mis un bémol justement par rapport à ces rencontres-là? Parce que nous nous sommes aperçus justement que la sécurité alimentaire dépendait surtout de d'autres facteurs que j'ai cité précédemment, à savoir donc la révision donc des accords internationaux en matière de libre-échange, les infrastructures que le numérique ne pourra pas construire. Voilà, il faut absolument qu'on ait cette volonté politique qui va nous permettre d'avoir des infrastructures véritablement adaptées, parce que quelquefois les pertes post-récolte qu'on citait précédemment sont liées justement au manque de routes dans les divers pays. On a également l'urgence de la formation. Si on ne peut pas acheminer les produits, au moins qu'on puisse apporter justement donc la formation adéquate aux entrepreneurs agricoles en zone rurale, afin que ces produits-là puissent véritablement donc être valorisés et puissent bénéficier d'une durée de vie beaucoup plus importante, donc, et puissent être commercialisés ensuite plus tard. Je vous parlais tout à l'heure de la mangue, par exemple. Plutôt que de la laisser pourrir, on pourrait mettre en place des formations dédiées justement à la transformation des mangues en poudre de mangue, par exemple. Et quand vous avez de la poudre de mangue, vous pouvez la conserver pendant de nombreuses années.
Voilà un petit peu en termes d'innovation ce que le numérique peut également nous permettre d'améliorer, puisque ces formations-là peuvent être justement donc données à distance aux uns et aux divers acteurs. Mais je voulais également revenir sur un constat clé. Je pense que M. Nicolas a mis l'accent là-dessus. Quel est l'usage vraiment donc des techniques dédiées à l'agritech en milieu rural? Donc, je pense que pour pouvoir l'améliorer, il faut effectivement donc prendre en compte donc l'urgence de la digitalisation, l'urgence de l'investissement en matière d'équipement chez nos petits producteurs, donc au niveau agricole. Monsieur Nicolas nous faisait un éclairage justement sur l'équipement des uns et des autres. 20% sont téléphones, 60 à 70% ont un téléphone normal et 20% simplement ont un téléphone, on va dire, qui permet véritablement d'avoir accès aux diverses plateformes. Et donc, il va falloir absolument donc œuvrer donc avec les divers acteurs pour un meilleur équipement donc des entrepreneurs agricoles en zone rurale. Et quand on regarde un petit peu les 3 pays qui ont le plus bénéficié de financement en matière agritech, les 3 pays que sont le Kenya, l'Égypte et le Nigeria, cela a pu être possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des pays dans lesquels on observe en fait que le taux d'équipement donc des agriculteurs, des petits producteurs en zone rurale est largement élevé par rapport aux chiffres que vient de nous donner donc M. Nicolas. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment urgence donc à ce niveau-là. Et il faut également donc prendre en compte les besoins réels de nos entrepreneurs agricoles. J'aime bien le terme entrepreneur agricole, mais ce sont les petits producteurs. Il faut prendre en compte leurs besoins. Aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs agricoles, en fait, la taille moyenne de l'exploitation en Afrique, c'est 2 hectares. Alors, ces personnes-là assurent déjà la production. Donc, il faut pouvoir répondre à leurs besoins en matière d'intrants, en matière d'engrais et en matière de formation. Et ça, le numérique nous permet de le faire. Il faut le faire encore et encore et permettre justement à ces acteurs-là de rester focus sur la production. On ne peut pas leur demander en fait d'assurer les divers autres services de la chaîne de valeur, à savoir donc la commercialisation des produits et même la transformation et autres. Il faut absolument mobiliser de nouveaux acteurs, d'où l'importance, encore une fois, de la formation donc permet le numérique auprès de divers autres acteurs comme les femmes en milieu urbain, pourquoi pas, et même les jeunes en milieu urbain. Voilà, aujourd'hui, on a quand même un phénomène d'exode rural qui ne dit pas son nom dans nos divers pays. Alors, plutôt que de déplacer ces jeunes-là, on peut mettre en place des politiques incitatives qui puissent leur permettre de rester fixés justement donc sur le terroir, les divers territoires ruraux, mais en les équipant, en leur permettant justement donc de générer des revenus et en permettant également un certain développement également de ces régions-là. Donc, en matière numérique, c'est tout à fait possible aujourd'hui et c'est uniquement à cette condition-là qu'on pourra véritablement parler donc d'une révolution numérique appliquée donc à la révolution agricole et agroalimentaire qui est nécessaire pour justement une sécurité alimentaire efficace donc dans nos pays. Je voudrais quand même véritablement insister sur le fait qu'il y a eu un engouement depuis 2014. Il y a eu un engouement des uns et des autres, notamment des investisseurs sur l'agritech, voilà, c'était la voie royale en matière de changement, etc. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape très vite. Encore une fois, tant qu'on n'a pas cette volonté politique, tant qu'on n'a pas une véritable politique en matière de valorisation du secteur agricole et agroalimentaire, donc auprès de nos jeunes, auprès de nos femmes, auprès même du secteur privé, eh ben, on ne pourra pas avancer. Il est vraiment important de mettre l'accent sur ces choses et c'est aussi important, comme le disait Madame Jonah, de mettre l'accent sur le caractère urgent en fait de la sécurité alimentaire au niveau sanitaire. Nous avons un phénomène dans nos pays aujourd'hui qu'on appelle l'obésité. Et quand on sait que l'obésité, c'est derrière les maladies cardiovasculaires qui constituent l'une des premières causes de mortalité pour nos populations,
eh ben, il faut peut-être également qu'on puisse se pencher là-dessus. Vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a vraiment énormément de sujets. Et malheureusement, ou encore heureusement, c'est une Afrique qui a quand même les ressources pour résoudre toutes ces équations. Si on parle de sécurité au niveau sanitaire, sécurité alimentaire au niveau sanitaire, je pourrais par exemple vous parler d'une spéculation dénommée Moringa que je commercialise. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une spéculation qui permet justement d'améliorer la qualité nutritionnelle de tous les aliments qui pourraient être utilisés par tous au niveau de l'alimentation infantile et autres, et qui reste largement méconnu quand même par nos populations. Vous voyez? Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, commençons par l'information et la sensibilisation des divers acteurs, aussi bien nos femmes, le secteur privé, les politiques et bien sûr les instances internationales, vraiment informer et sensibiliser donc à notre réalité actuelle en matière de sécurité alimentaire constitue la première marche justement donc pour relever le défi. Merci, très intéressant. Alors, je vais rapidement aller vers Madame Jonah. Donc, notons déjà, après cette présentation de cet apport informationnel de Madame Charlotte, que il y a de principaux obstacles à l'adoption de cette technologie en Afrique. C'est-à-dire, il y a les problèmes d'accès aux technologies, les coûts, les compétences. Alors, Madame Jonah, dites-nous comment surmonter véritablement ces défis pour favoriser une transition numérique réussie dans le secteur agricole. Alors, merci aux deux intervenants qui ont déjà donné des pistes intéressantes. Ce que je retiens de l'intervention de M. Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, là où il peut vraiment être présent et là où il peut rapidement être utile, c'est pour connecter des personnes qui ont des choses à vendre et des personnes qui ont des choses à acheter, ce qui pourrait éviter effectivement les pertes post-récolte dont on a pu parler précédemment. Ce que je retiens de l'intervention de Madame Charlotte Liebock, c'est que le numérique pourrait être un vrai atout aussi au niveau de la circulation de l'information, de la formation et de la sensibilisation. Donc, voilà deux pistes qui sont déjà très intéressantes et qui pourraient nous permettre, si elles sont exploitées de manière efficace et si on arrive vraiment à faire travailler tout le monde dans une même synergie, de progresser rapidement sur ces sujets-là. Si on prend l'aspect technologique à purement dit, avant le numérique, je pense qu'on a effectivement des défis sur la partie, sur des techniques, sur des méthodes plus basiques, si je puis dire. Mais on parlait tout à l'heure, Madame Liebock a parlé des mangues, j'ai évoqué rapidement les tomates tout à l'heure. Effectivement, rien que la cuisson, le séchage, des choses comme ça, ce sont déjà des manières de conserver et de prolonger la disponibilité de ressources. Et effectivement, la formation, la sensibilisation, le fait de faire connaître ces techniques, d'accompagner dans leur mise en œuvre, ce sont des choses qui peuvent être rendues plus faciles par le numérique et l'accès direct aux personnes qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Je vais toujours rester avec vous pour une dernière question de mon côté avant de revenir maintenant vers les participants. Alors, je pense que c'est cette question, la réponse à cette question qu'attendent tous les participants. Hein. Quels sont les principaux défis donc à relever pour garantir une sécurité alimentaire durable en Afrique à l'horizon 2030? Eh bien, écoutez, on en a parlé là. Chacun des intervenants a parlé du fait qu'on a un enjeu autour de la communication. Vraiment. Communication, sensibilisation, donc pour le monde politique, pour qu'il puisse y avoir des politiques publiques qui puissent être incitatives, pour garder les jeunes dans la ruralité ou faire retourner les urbains vers le monde agricole, parce qu'il serait du coup perçu comme un monde d'opportunités.
il y a ce sujet-là. Il y a le sujet aussi, du coup, d'inciter les acteurs privés, le fait de pouvoir avoir accès à du financement, le fait de pouvoir monter des projets pour pérenniser des activités existantes, pour en créer de nouvelles, pour faciliter la transformation, la conservation. Madame Liebog parlait tout à l'heure aussi des défis qui sont autour de la logistique. Donc, on voit bien que ce n'est pas le monde agricole seul qui va réussir à remettre la sécurité alimentaire sur le devant des sujets, mais qu'il faut vraiment que ce soit un travail conjoint du secteur privé, du secteur public, et aussi une préoccupation internationale, parce qu'on le disait, on est dans un monde aujourd'hui qui est global, il y a des interactions dans tous les sens, et le fait de pouvoir financer des initiatives identifiées comme étant pertinentes en Afrique, c'est aussi dans 5 ans, dans 10 ans, avoir contribué à monter des filières qui permettront le mouvement venu d'aller résoudre des problèmes d'approvisionnement là où il pourrait y en avoir. Donc oui, je retiens l'apport du digital pour la communication, pour la sensibilisation, pour la formation. On a parlé aussi à plusieurs reprises du financement, le fait de pouvoir mettre en lumière ces secteurs-là avec la communication, comme on vient de le dire, ce serait aussi une manière de pouvoir flécher les financements vers des initiatives qui sont nécessaires et qui méritent d'être soutenues. Merci. Alors, Monsieur Nicolas Pagé, oui, vous avez la parole. Selon vous aussi, quels sont les principaux défis à relever pour garantir une sécurité alimentaire durable à l'horizon 2020 en Afrique? C'est encore une fois une très grosse question. Je crois que les défis sont vraiment multiples. Il y a une question de réfléchir à la structuration de l'agriculture. Est-ce que c'est la préservation d'un modèle de petite agriculture familiale qui a plein d'atouts, mais qui fait en sorte qui est très gourmande en main-d'œuvre, avec des toutes petites surfaces, avec une production, en tout cas, dans beaucoup d'autres pays, la production, le mode de production a beaucoup changé. Après, je ne sais pas s'il faut le changer ou pas. Moi, ce que je vois, et ce que j'ai beaucoup entendu, notamment auprès de nutritionnistes, c'est que avec l'urbanisation, avec l'industrialisation et les importations, il y a une vraie perte de diversité alimentaire, une certaine normalisation, un certain appauvrissement. Donc peut-être que, notamment au Bénin, où il y a énormément d'herbes différentes, enfin de feuilles différentes qui sont utilisées de manière classique, il y a une grosse perte de ça. Donc à mon avis, il y a aussi la préservation de certaines pratiques culinaires qui sont rendues difficiles par l'urbanisation, par la vitesse, par l'importation de produits de qualité plus ou moins douteuse, comme les bouillons cubes ou alors les tomates concentrées. Donc, et ça amène à ce que disait aussi Charlotte plusieurs fois, en fait, à la structure des flux alimentaires mondiaux qui font que des produits subventionnés à l'international arrivent de qualité plus ou moins bonne, arrivent sur le marché africain et font concurrence à la production locale, qui, un, fait vivre les producteurs locaux, et deux, et peut-être de meilleure qualité. Donc ça, c'est une partie des défis. En termes de… Après, il y a aussi les questions de conservation, effectivement, de perte post-récolte, parce que ça, c'est un gros problème. Le dernier que je vois, c'est que maintenant, la question, elle est en train d'évoluer d'une question de sécurité alimentaire qui est liée à la quantité de calories disponibles. Donc, il fallait avoir assez à manger. Et maintenant, la question, elle
elle va vers la qualité et la diversité des calories mangées. Donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la diversité des cultures. Voilà. Après, il y a encore le dernier point, c'est la structure et le financement des fermes pour aider à, voilà, à une certaine modernisation. Voilà. Mais ça, c'est qu'une partie des questions. Hein. Oui. Merci. Merci. Alors, Madame Charlotte Liborg, je rappelle, je vais revenir sur cette phrase que vous avez énumérée quand on s'entretenait avec vous. Vous avez dit structurer les chaînes de valeur agricole et promouvoir une synergie collaborative agricole Nord-Sud beaucoup plus efficace fera de l'Afrique la solution clé pour la donne alimentaire. C'est une phrase très forte. Et je pense que cette question pouvait encore nous donner encore plus d'éclaircissements sur ça. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour garantir une sécurité alimentaire durable en Afrique à l'horizon 2030? C'est-à-dire, pourquoi pas, c'est 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Si on peut déjà atteindre 3 milliards, 4 milliards, je pense que c'est déjà prometteur. Très bien, merci infiniment. Donc, en premier, bien entendu, donc prendre en compte donc l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, aussi bien dans le Nord, ici en Europe, en Occident en tout cas, que dans le Sud, donc notamment en Afrique. Donc, prendre, en tout cas, présenter aujourd'hui cette Afrique-là comme étant une solution universelle pour la donne alimentaire mondiale du fait justement donc de son potentiel, et ça passe en fait par la valorisation de notre potentiel. Donc, essayer de positionner cette Afrique-là comme un acteur incontournable en termes de solutions et non comme le continent en fait qui attend de l'extérieur. Parce que malheureusement, encore une fois, comme je le dis, l'une des épines que nous avons aujourd'hui par rapport justement à l'équation de la sécurité alimentaire est celle des importations massives de denrées alimentaires. Et aujourd'hui, moi, je suis pour justement une solution qui pourrait englober tout le monde. Je parle énormément de synergie. En France, aujourd'hui, vous avez un agriculteur qui se suicide, je pense, tous les 2 ou tous les 3 jours. Et pourtant, cette cible-là pourrait éventuellement trouver des solutions en Afrique. On peut avoir aujourd'hui des entrepreneurs, des agriculteurs français qui produisent donc sur le sol africain, non seulement pour les marchés africains, mais également pour les marchés européens. C'est tout à fait possible. Il suffit tout simplement en fait qu'on puisse avoir il faut une certaine volonté politique et il faut surtout de l'information, un flux en termes informationnels. Et c'est vrai que c'est une question que j'aborde énormément, notamment avec des structures patronales, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'intéresse de plus en plus donc à la problématique sous cet angle-là. Donc, on observe de nombreuses missions économiques, notamment menées pour pouvoir trouver justement les solutions qui peuvent permettre justement, donc notamment à un pays comme la France ou même d'autres pays européens, d'opérer un transfert de compétences donc en matière agricole et agroalimentaire en Afrique, notamment en termes de formation et même en termes d'implantation de certaines structures capables d'assurer justement une production donc au niveau local pour une commercialisation non seulement en Afrique parce que le marché est véritablement attractif, mais également en Europe parce que c'est tout à fait possible. Donc, vraiment, continuer de travailler sous cet angle-là, valoriser le secteur en termes d'information également auprès de la jeunesse africaine. Voilà, aujourd'hui, un entrepreneur agricole, c'est pas forcément celui qui est en zone rurale, c'est également donc le jeune qui va se lancer dans la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires via une application. Malheureusement, encore une fois, à ce niveau-là, on a un manque de synergie collaborative. Notre plateforme a identifié de nombreux acteurs, ces jeunes qui innovent, qui créent des applications donc en matière d'agritech, justement des applications capables de permettre une certaine
en tout cas permettre de réguler les ressources au niveau hydraulique, par exemple, au niveau des implantations, au niveau des champs, disons-le comme ça. Donc, optimiser, par exemple, la gestion de l'eau. J'ai des jeunes dans mon portefeuille qui ont des applications justement véritablement importantes et en matière de rentabilité. Mais malheureusement, ce qui leur manque, c'est le financement pour pouvoir développer justement donc ces solutions-là. Et très souvent, ils ne sont pas pris en compte par justement les terres dédiées. C'est encore un appel que je lance, d'où l'importance de faire le plaidoyer pour nos jeunes. Ils sont vraiment, vraiment ingénieux et ils ne sont pas pris en considération alors qu'ils ont les solutions. Nous devons leur faire confiance. J'ai vu des jeunes qui mettent en place des applications dédiées à la commercialisation des produits parce qu'aujourd'hui, il faut véritablement aller vers ce qu'on appelle les CCC, les circuits courts de commercialisation. Je suis un jeune, je crée une application pour collecter justement, donc, pour identifier la production locale dans un périmètre déterminé et pour pouvoir permettre aux divers acteurs de la proposer donc aux populations locales. Ça contribue justement à assurer la sécurité alimentaire et il faudrait véritablement encourager ce type de solution. Elles existent déjà. On peut citer, je crois, Mlouma. Voilà, c'est une jeune structure au niveau du Sénégal. On a Djangolo, par exemple, au niveau du Cameroun. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux autres acteurs, en tout cas, qui innovent comme ça avec les réseaux sociaux. Moi-même, je vends sur les réseaux sociaux pour la petite histoire. Donc, il y a énormément de choses à faire au niveau de notre jeunesse, mais ça passe par la valorisation de leurs efforts et également une meilleure information des diverses opportunités du secteur, donc en matière d'investissement, en matière d'implication. Il faut également une autre piste pour sécuriser, justement, du moins pour assurer notre sécurité alimentaire en Afrique, c'est la promotion de l'agriculture en milieu urbain. En milieu urbain, aujourd'hui, nous sommes tous entrepreneurs agricoles. On n'a pas besoin d'avoir 2 hectares pour pouvoir cultiver. Si j'ai une petite cour, je peux cultiver mes épices. Ça prend 90 jours pour certaines spéculations, 60 jours pour certaines spéculations. Je peux même produire, donc, alors, un instant, je pense que je n'ai plus de batterie. Je peux même produire donc du poisson, voilà, l'aquaculture. Et je puis vous garantir que vous avez de nombreuses personnes qui arrivent à générer des sous de cette manière-là. Donc, encore une fois, valoriser le secteur de manière qualitative avec l'aquaponie, l'hydroponie, je pense que c'est ça, et aller vers vraiment des synergies entre ces jeunes, entre nos divers ministères de l'agriculture, mais également les divers ministères dédiés à la jeunesse, voilà, donc pour débloquer les fonds, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire, et bien sûr, encourager ces jeunes. Donc, l'agriculture urbaine, pour les femmes, pour les jeunes, c'est une solution clé. Les circuits courts de commercialisation, c'est une solution clé également possible aujourd'hui grâce justement au numérique et aux diverses plateformes qui existent. Bien sûr, le financement donc des femmes et des jeunes à travers donc le soutien aux coopératives rurales, la formation des divers acteurs. Donc ça, c'est à tous les niveaux, que ce soit les entrepreneurs ou encore donc les acteurs du milieu rural. Voilà, et bien sûr, je vais finir par là, la protection minimale de nos marchés, puisqu'il a été prouvé que lorsque des mesures protectionnistes sont prises donc, en matière de commercialisation, cela améliore justement donc, les revenus des petits producteurs. Et dans ce registre-là, j'aime bien citer l'exemple du Sénégal avec l'ancien président Macky Sall qui, à une époque donnée, a pris des mesures justement pour interdire l'importation de la filière, l'importation de la spéculation oignon donc dans le pays pendant les périodes de récolte. Et cela a permis aux producteurs d'oignons au Sénégal de voir une amélioration considérable de leurs revenus et bien sûr donc une attractivité donc pour la culture, en tout cas de cette spéculation. On pourrait prendre cet exemple-là et le dupliquer donc dans diverses filières et
toutes ces solutions combinées les unes avec les autres pourraient véritablement nous permettre d'aspirer à une sécurité alimentaire, d'assurer notre sécurité alimentaire. Oui, c'est tout à fait possible. D'abord pour l'Afrique et ensuite pour le reste du monde. Merci à vous. Alors, cette fois-ci, nous allons se pencher vers les participants. Et déjà, il y a une première question que nous allons prendre le plaisir d'adresser à Madame Jonah. Alors, la première question est la suivante. Quelle formule conciliante pour assurer la sécurité alimentaire dans un contexte où l'utilisation des engrais chimiques s'avère être à la fois très émettrice de gaz à effet de serre et solution pour accroître la productivité agricole? Alors, merci à Idrissa pour cette question. Là, pour le coup, on arrive vraiment dans des techniques agricoles. Je dirais qu'il y a des solutions qui sont pas chimiques et qui sont pas polluantes. Il y a des solutions qui sont utilisées depuis plusieurs générations, des choses empiriques qui fonctionnent. Il y a parfois aussi des solutions assez inattendues. Alors, je ne sais plus pour quelle culture est-ce que c'était, mais il y a, je pense que c'était en Asie où il y a un champ qui était une région qui était embêtée par des invasions d'insectes et dans lesquels ils ont juste introduit en fait des crabes, me semble-t-il, qui du coup les débarrassaient des nuisibles, ou des canards, c'était des canards, pardon, qui du coup les débarrassaient des nuisibles et dont les piétinements contribuaient à mieux aérer la terre. Et ils ont eu des résultats assez inattendus. Donc oui, il y a des solutions qui existent, qui vont au-delà des pesticides, au-delà des solutions chimiques, je dirais, parce qu'il y a aussi des engrais naturels. Il suffit d'être accompagné dans les usages pour pouvoir utiliser les bons dosages, les introduire au bon moment et de la bonne manière. Et là encore, on parlait du numérique tout à l'heure. L'information, la sensibilisation, la formation sont aussi des choses qui peuvent permettre d'être plus pertinent et plus performant dans ce domaine-là. Merci. Alors, la prochaine question, c'est celle de Lima qui dit comment les politiques publiques peuvent-elles soutenir l'innovation et l'adoption de ces technologies? Je pense que c'est la même question au niveau de Ingrid Abiassi. Comment les différents acteurs, gouvernements, organisations internationales, secteurs privés, sociétés civiles, peuvent-ils collaborer pour atteindre cet objectif? Je pense que Monsieur Nicolas pourrait nous donner quelques approches de solutions par rapport à cette interrogation. Oui, d'ailleurs, c'était l'objet du projet Fracture numérique. En fait, c'était un projet qui avait été financé par le ministère français des Affaires étrangères qui se demandait comment se positionner là-dessus. En fait, il y a énormément comme vous avez vu, et j'ai essayé d'insister un peu là-dessus, le numérique est porteur de plein de promesses, d'un certain nombre de modes. Par exemple, il y a 3 ans, il fallait mettre de la blockchain. Maintenant, il faut mettre de l'IA. Donc voilà, il y a des modes. Et en même temps, il y a, et d'ailleurs, plutôt que le mot d'adoption, il y a une véritable appropriation d'un ensemble d'outils numériques par un ensemble d'acteurs variés. Donc, pour que les politiques publiques puissent soutenir l'innovation et l'appropriation de ces technologies, il y a déjà des éléments fondamentaux. Par exemple, il faut absolument que les réseaux soient développés. Donc, les réseaux téléphoniques, les réseaux de kiosques pour faire un mobile money et pour recharger. Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Il y a des travaux qui sont menés assez impressionnants de transformation digitale de l'État ici, et notamment des travaux sur l'identité, qui est quand même un point de base lorsque on veut accéder au financement notamment.
Donc ça, c'est des éléments qui sont structurels, fondamentaux et qui sont assez indépendants de chacun. Ensuite, la question de l'adoption des technologies, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a énormément de tentatives qui sont faites pour développer des outils. Donc, quand on développe des outils, l'élément minimum, c'est vraiment de réfléchir à, de faire du co-design, de la co-conception avec les futurs utilisateurs. Parce que sinon, si on est tout seul dans son bureau à Cotonou, on ne va pas vraiment pouvoir atteindre les choses. Dans les projets, c'est important d'insister sur le co-design. Mais il faut aussi vraiment très sérieusement réfléchir à la question du business model derrière toutes ces technologies. Il y a des technologies qui sont censées générer de l'argent parce qu'il y a des abonnements, ça c'est très rare, parce qu'on peut contrôler un ensemble de flux et du coup on devient un autre type d'intermédiaire avec des solutions basées sur des solutions technologiques. Donc, ce qu'évoquait Charlotte avec des circuits courts, c'est un peu le même principe. Attendez, le dernier, c'est quoi? L'autre possibilité, c'est de réfléchir à des solutions qui sont sans business model. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est des solutions qui sont largement appropriées et complètement sans business model. Quand il y a un groupe WhatsApp, avec des acheteurs et des vendeurs, il n'y a pas besoin que ce groupe WhatsApp génère de l'argent. Donc ça, c'est un élément possible. Et en regardant un petit peu la façon dont la plupart des utilisateurs s'approprient le numérique, je pense qu'on peut vraiment réfléchir à la façon de concevoir les outils. Ça n'empêche pas qu'il y ait des solutions plus avancées. Imaginons que, je ne sais pas si vous connaissez l'application PlanteNet. C'est une application qui, à partir d'une photo, reconnaît une plante. Et ben, pour que ce soit plus facilement approprié, on pourrait très bien imaginer que cette application, elle soit pluguée via une API sur WhatsApp et que un agriculteur qui sait utiliser WhatsApp interroge cette application, mais par WhatsApp. Donc ça, c'est des façons de concevoir les choses qui permettent de favoriser une certaine adoption parce qu'on est adapté aux pratiques habituelles. Voilà, ça c'est quelques exemples. Merci beaucoup pour cette approche de réponse. Alors, Madame Charlotte, il y a une question pour vous du côté de Una Bénin. Voilà, on dit quand on parle de sécurité alimentaire, cela prend en compte la disponibilité des aliments en quantité et qualité. J'aimerais savoir si l'adoption de l'agroécologie en Afrique peut garantir une sécurité alimentaire durable. Bien sûr, c'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. L'agroécologie, elle seule, ne pourra certainement pas garantir donc la sécurité alimentaire de nos populations. C'est une Afrique qui connaît une croissance démographique sans précédent. Et c'est vrai que voilà, l'agroécologie, on a l'exemple de Songhai au Bénin, qui est hyper inspirant et qui pourrait être dupliqué un peu partout sur le continent. C'est l'une des solutions, mais qu'il faut absolument coupler avec toutes les autres solutions que nous avons évoquées précédemment, donc avec M. Nicolas et Mme Jonah. Donc, c'est vraiment, mais vraiment une synergie. Et en termes de synergie, c'est vrai que c'est important de souligner que nous avons déjà de nombreux programmes, donc notamment menés entre le Nord et le Sud. M. Nicolas parlait tout à l'heure donc des diverses actions portées par l'un des ministères français, donc en matière de coopération. Et vous avez énormément de programmes comme ça. Il suffit, encore une fois, là, on a l'importance de l'information. Il faut absolument vous documenter, il faut absolument vous intéresser justement donc aux divers écosystèmes, et ils sont nombreux. Donc, vous avez les divers gouvernements qui travaillent ensemble sur ces questions-là, et on peut parler notamment, on peut citer notamment, là on est actuellement en pleine structuration avec le dispositif de la SLECAF,
permettra quand même, donc, en tout cas, on l'espère, un échange intracontinental, donc en matière de denrées alimentaires. Je voulais également signaler donc, les efforts donc, du secteur avec les divers patronats qui n'hésitent plus à mettre en avant justement donc, le secteur agricole et agroalimentaire comme étant justement donc, un secteur clé en termes de création de richesse. Les exemples sont véritablement intéressants. Vous avez certains pays donc, qui prônent aujourd'hui donc, un retour à la souveraineté alimentaire, qui incitent les entrepreneurs et les investisseurs s'intéresser de plus en plus donc, au secteur agricole et agroalimentaire. Et vous avez les patronats qui se mettent ensemble eux-mêmes. Vous avez l'Alliance du patronat francophone qui a mis en place une structure, du moins une plateforme dénommée la rencontre des entrepreneurs francophones, voilà. Et lors de toutes ces rencontres-là, vous avez effectivement donc une place particulière qui est donnée donc au secteur agricole et agroalimentaire. Hier, c'était uniquement l'affaire des États. Aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Il faudrait véritablement aller vers plus d'implication donc au niveau du secteur privé, également au niveau de notre société civile, au niveau des jeunes, au niveau des femmes. Nous sommes tous concernés en fait. Voilà, c'est uniquement cette synergie donc collaborative, hein, donc en termes de solutions qui pourra permettre un véritable sursaut en matière de sécurité alimentaire donc en Afrique. Alors, merci. Je pense que nous touchons déjà à la fin de notre webinaire. Vous avez les contacts, je vais dire les comptes LinkedIn des experts sur nos posts à travers le webinaire. Vous pouvez les contacter, les écrire pour avoir encore plus d'éclaircissements sur d'autres questions. Mais nous allons prendre une dernière question pour clôturer. Et au même moment, ça doit être un mot de fin pour chaque panéliste. Alors, je vais commencer déjà par Madame Jonah. Voilà. Alors, dites-nous, il y a une question de Monsieur Horacio qui demande quelle est la contribution de l'évaluation des risques à la sécurité alimentaire et comment peut-elle influencer les stratégies de gestion et de politique alimentaire? Donc, répondez à cette question et profitez également pour laisser votre mot de fin et parce que nous sommes déjà presque au thème. Eh bien, merci du coup à M. Horacio pour cette question. Donc là, on parle d'évaluation des risques. Je vais prendre le volet évaluation des risques sanitaires, même si je pense que la question mérite d'être traitée bien au-delà, parce que du coup, on a parlé tout à l'heure de risques sur on a parlé de risques économiques, on a parlé de risques sur l'ordre public, donc il y a effectivement un certain nombre de risques à prendre en compte. Mais en termes d'évaluation sur la partie sanitaire, par exemple, ce qu'il faut prendre en compte de mon point de vue, ce sont tous les enjeux qu'il peut y avoir d'un point de vue donc santé publique. On parlait tout à l'heure de l'introduction sur le marché de produits soit qui ne sont pas en accord avec nos besoins, nos attentes d'un point de vue nutritionnel, de produits qui ne sont pas tracés, donc on n'assure pas la qualité et la traçabilité, qui peuvent être aussi une occasion d'introduire des risques pour les populations. On a évoqué assez rapidement, mais je reviens dessus, la notion de la chaîne du froid. Pouvoir assurer une chaîne du froid qui est maîtrisée, c'est un moyen de sécuriser aussi ou de réduire les risques qui peuvent être liés à tout ce qui va être multiplication de bactéries, y compris de bactéries pathogènes. Donc, par rapport à la partie sanitaire, voilà les premiers aspects auxquels je pense. Et comme on l'a évoqué là tout au long de nos échanges, à chaque fois, le point de vue doit être vraiment global, puisqu'on a parlé de synergie, on a parlé de collaboration, on a parlé de secteur privé, de secteur public, on a parlé de nord, on a parlé de sud. Donc, juste pour conclure en 2 mots, gros sujet autour de la sensibilisation, faire connaître les solutions qui existent, développer des solutions innovantes,
Là, on parlait de la chaîne du froid tout à l'heure. Oui, la chaîne du froid, c'est quelque chose qui est connu, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a des solutions qui existent depuis longtemps, il y a des solutions qui sont innovantes. Oui, il y a des outils pour pouvoir automatiser des contrôles de température, de choses comme ça. Encore faut-il le savoir et y avoir accès. Donc, communication, sensibilisation, y compris des donneurs d'ordre, y compris des politiques, y compris des intervenants du secteur privé, y compris de la formation professionnelle. Enfin, là, vraiment, en termes de sensibilisation et de communication, on parle d'un point de vue assez large. On a parlé aussi du financement, parce que l'aspect économique, il reste central, crucial et important. Et effectivement, pouvoir donner de la force aux différentes filières, c'est aussi les aider à se structurer, c'est leur donner des moyens financiers de mettre en place des dispositifs qu'ils auraient pu identifier. Et tout ce qu'on se dit là, ça doit exister, ça doit se mettre en place en prenant en compte les réalités qui sont celles du continent, donc les réalités économiques. En parlant de solutions technologiques, oui, entre une innovation de pointe, mais qui représente des investissements auxquels les personnes sur le terrain n'ont pas accès, et une solution qui mérite d'être vulgarisée et qui est plus simple. Effectivement, ça fait partie d'arbitrages assez logiques, mais qui reste nécessaire de rappeler. En termes de réalité, on a aussi nos réalités culturelles. On a parlé rapidement de diversité variétale. Il y a aussi, du coup, la prise en compte des réalités qui sont les nôtres, y compris sur le plan culturel, pour pouvoir avoir les bons angles d'approche. Et je ne pourrais pas finir sans parler des réalités climatiques aussi, des enjeux qui vont avec, pour que les choix qu'on ferait aujourd'hui ne soient pas totalement remis en question dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la donne aura complètement changé. Il y a déjà des choses qu'on peut anticiper et qu'on peut prendre en compte. Donc voilà, rapidement, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, l'affaire de tous, et il est temps d'en prendre conscience et de passer à l'action. Merci à tous les participants, merci aux intervenants. Au plaisir de continuer à échanger via LinkedIn, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Monsieur Nicolas, un conseil ou bien et votre mot de fin? Conseil, je ne sais pas. Le mot de fin, c'est que le sujet de la sécurité alimentaire, il est très, très vaste. Il y a énormément d'angles d'attaque possibles. La technologie, c'est une partie de la question. Mais du coup, peut-être ce serait l'occasion d'évoquer d'autres manières d'utiliser la technologie. Là, ça peut être aussi un support à certaines transitions. Par exemple, je m'intéresse aussi beaucoup à la gestion durable de ressources naturelles. Et en fait, par exemple, qui permet de soutenir en fait une exploitation durable d'un territoire ou d'un écosystème, en travaillant à la fois sur les technologies, mais aussi sur les aspects organisationnels et institutionnels qui permettent d'assurer la durabilité d'une production dans un territoire. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, par exemple, on travaille dans un projet qui s'appelle Santé et Territoire sur des approches autour de la santé, avec la mobilisation de jeux de rôle et de modèles informatiques, mais qu'on ne construit pas tout seul dans le laboratoire, qu'on construit avec les populations qui vont être impactées. Donc, par exemple, dans des zones où il y a des conflits, agriculture, élevage, l'idée, c'est de travailler sur la fertilité des sols en essayant de trouver des modalités de gestion
pour que les vaches puissent aller fertiliser les champs au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a un ensemble assez large de possibilités et d'approches pour travailler à la sécurité alimentaire. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre mondial avec des chaînes de valeur mondiales qui ont des impacts forts, avec des intérêts très forts liés à la chimie en général, et à des phénomènes d'augmentation de population et d'urbanisation qui sont à prendre en compte. Voilà. Merci en tout cas beaucoup pour cette invitation, c'était extrêmement riche. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Alors, je pense que nous allons prendre une dernière intervention du côté des panélistes. Madame Charlotte, vous avez à présent la parole, votre mot de fin et vos recommandations également par rapport à la sécurité alimentaire. Merci. Alors, je pense que tout a été dit de manière générale. Donc, encore une fois, nous sommes tous concernés par cette équation universelle de la sécurité alimentaire en Afrique également, donc dans le monde. Voilà, donc pour terminer, je citerai en fait le philosophe grec Xénophon qui a dit il y a maintenant un certain nombre d'années d'ailleurs, une réalité toujours aujourd'hui. Il a déclaré: l'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle prospère, tous les autres arts prospèrent. Et lorsqu'elle décline, tous les autres arts déclinent, sur terre comme sur mer. Alors, je pense que cela résume véritablement, en fait, ce que nous traversons aujourd'hui en Afrique, le continent agricole par excellence, donc au niveau mondial, avec 60% de terres arables disponibles en Afrique, avec le potentiel hydraulique et le potentiel humain que nous connaissons, mais le seul continent qui dépend de l'extérieur pour la sécurité alimentaire de ses populations. Alors, nous sommes tous concernés, chacun à notre niveau. Nous avons le devoir, en fait, de poser des actions concrètes, donc en matière d'émergence du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique. Le numérique, la révolution numérique aujourd'hui constitue une voie royale, notamment en matière de valorisation de ce secteur auprès de tous, notamment les jeunes et également donc les acteurs du secteur privé. Voilà, donc il va falloir composer avec, il va falloir justement saisir cette opportunité-là parce que nous ne sommes pas tous faits en fait pour la production, de un, et de deux, aujourd'hui l'agriculture, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est vraiment l'émergence, le développement de diverses chaînes de valeur, donc en tout cas de l'ensemble de la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, et nous sommes tous concernés. Et j'aime bien dire à chaque fois, l'équation est simple, donc mettre tout simplement nos compétences au service de l'agriculture à divers niveaux et surtout se projeter comme étant les acteurs clés donc, du défi de la sécurité alimentaire en Afrique en se disant mais comment je fais pour gagner de l'argent, comment je fais pour devenir millionnaire et milliardaire grâce à l'agriculture en Afrique, parce que oui, le docteur Adesina, qui est donc le président de la BAD, l'a affirmé plusieurs fois, les futurs millionnaires et les futurs milliardaires de cette Afrique-là viendront tous donc de ce secteur clé que constitue l'agriculture africaine. Donc, pour notre part, nous continuons donc avec la plateforme Afrique du Monde d'informer le plus grand nombre, d'accompagner également donc les entrepreneurs et les investisseurs agricoles à travers notre club d'affaires, le AGM Business Club, que vous pouvez justement donc, désolé pour la pub, que vous pouvez intégrer. Donc, écrivez-nous sur LinkedIn et bien sûr plaider auprès de nos gouvernements. Je tire mon chapeau par exemple à un pays comme le Togo qui œuvre énormément pour le retour à la souveraineté alimentaire. Le Burkina Faso qui suit justement donc le même exemple, et je salue les efforts des divers autres États justement donc qui mettent tout en œuvre pour justement donc créer des conditions favorables à l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique.
Enfin, je vais remercier les divers participants donc à ce webinaire. Je vous considère comme étant les futurs entrepreneurs agricoles de cette Afrique, donc les futurs millionnaires et milliardaires donc, du continent grâce à ce secteur clé. Et enfin, merci à Agrosphère pour justement donc, cette belle tribune que vous avez bien voulu nous donner pour valoriser encore une fois donc, cette agriculture. Merci, merci. Je prie à tous les participants d'ovationner pour nos experts, nos panélistes qui ont donné vraiment du l'eau à la bouche. Hein. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, vous étiez sur le webinaire d'Agrosphère qui a porté sur le thème la sécurité alimentaire, enjeux et défis face à ce challenge sur l'Afrique. Alors, grâce à nos panélistes, nous avons abordé les enjeux de la sécurité alimentaire en Afrique, le rôle des technologies, sans oublier également d'énumérer les bénéfices potentiels des technologies et quelle sera alors l'action de chaque Africain pour quand même rêver grand, atteindre les 9 milliards de, oui, de consommateurs d'ici l'horizon 2050. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Je vous remercie et nous allons. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ok, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, depuis Kinshasa. Au revoir, merci, 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 merci beaucoup. Au revoir depuis le Bénin. Merci, merci à vous. C'est un plaisir. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci.